Jumelage foncier, une alliance territoriale. Les villes moyennes font face à un problème récurrent. Elles peinent à attirer des promoteurs pour construire de nouveaux logements. Les promoteurs considèrent ces territoires comme risqués, en raison de prix de vente plus bas que dans les grandes métropoles et de crainte de ne pas trouver suffisamment d'acquéreurs. La commune de Saint-Dizier, en Haute-Marne, ne fait pas exception et peine à faire sortir de terre un projet de logement collectif. Avec l'aide de Grand Paris Aménagement, cette commune va conclure une alliance foncière avec la ville d'Aubervilliers, plus attractive auprès des promoteurs. Pour nous expliquer en quoi consiste cette alliance foncière, Sylvain rencontre aujourd'hui Stéphane Defeil, directeur général de Grand Paris Aménagement. Dans cet épisode, Stéphane nous raconte en détail le projet de jumelage foncier entre les deux communes et il revient sur les conditions de réplicabilité de ce projet. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Stéphane Defeil, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Stéphane, tu es directeur général de Grand Paris Aménagement et je voulais échanger avec toi autour d'une initiative très singulière qui a été initiée par Grand Paris Aménagement, donc GPA, un partenariat entre la ville d'Aubervilliers et de Saint-Dizier. Et l'idée est de faire venir des promoteurs à Saint-Dizier, donc cette ville moyenne, où aucune opération en collectif n'a été construite depuis plus de 30 ans, manifestement, et donc qui peinait à recruter, à trouver, à attirer quelque part des opérateurs immobiliers. Est-ce que peut-être qu'on pourrait commencer par le début, par raconter l'histoire finalement de cette singulière opération? Alors effectivement, cette histoire, elle commence d'abord par une rencontre avec le maire de Saint-Dizier, un maire Quentin Brière que je caractériserais par quelques qualités. La première, c'est d'avoir une vision pour sa ville. Claire, travaillée, voilà, il sait où il veut aller, il sait où il veut emmener Saint-Dizier, et puis il sait aussi qu'il n'y arrivera pas tout seul. Et donc, on se rend compte, je me rappelle que c'était il y a 3 ans maintenant, dans une assemblée où il présentait précisément son projet pour Saint-Dizier et où il disait, bah voilà, si vous voulez nous donner un coup de main, si vous voulez aider une ville moyenne à finalement à prendre en main son destin, bah on est là et on sera ravis de vous accueillir. Bon, donc ça c'est le début et très rapidement la question qui se pose, Grand Paris Aménagement, son nom l'indique, n'est pas un opérateur qui naturellement va intervenir à Saint-Dizier. Donc c'est pas en allant piloter une opération d'aménagement à Saint-Dizier. D'ailleurs, c'est même pas nécessairement le besoin finalement du maire. Et tu l'as dit, assez rapidement, un des besoins qui émerge, c'est de dire pas d'opération en promotion privée en collectif depuis 30-40 ans. Donc aucune référence, personne qui se dit est-ce que ça marcherait, est-ce que ça marcherait pas. Un marché de l'ancien qui est quand même sur des valeurs tranquillement entre 1600, 1700 euros du mètre carré et un brillant 2000 de temps en temps pour de la maison individuelle. Donc même dans les valeurs, une vraie question. Et là, on se dit, bah, pourquoi pas
essayer d'accompagner la ville là-dessus. C'est-à-dire là-dessus, c'est quoi? C'est pas faire ce projet-là, c'est pas notre métier, on ne sait pas faire. Nous sommes aménageurs, pas promoteurs immobiliers. Mais on se dit finalement, est-ce qu'on peut pas profiter de l'attractivité fantastique du Grand Paris, des opérations que nous menons sur le Grand Paris, pour dire, somme toute, à un opérateur immobilier, vous voulez travailler ici, super, dans ce cas, il va falloir aussi travailler à Saint-Dizier. Donc, on propose l'idée à Quentin qui dit Banco, c'est génial. Voilà, on la teste aussi sur des opérateurs immobiliers pour savoir est-ce que si on fait ça, il y a quelqu'un au bout du fil, parce que c'est sympa sur le papier, mais l'important, c'est à un moment donné que ça marche. Et assez rapidement, on se rend compte que ça peut changer des choses. Alors, une fois qu'on a fait ce volet-là, rapidement se pose la question de d'accord, mais avec quelle ville jumeler finalement l'opération? Et la première petite surprise de ma part, je dois quand même l'avouer, on a testé quelques maires que je ne citerai pas. Et avec rapidement les questions qu'on nous posait, c'est de dire mais d'accord, je vois bien l'utilité de ça pour Saint-Dizier, mais moi j'y gagne quoi? Nous, notre raisonnement, il était un peu différent, c'était de dire on voit bien ce que ça apporte à Saint-Dizier. Ça ne va pas nécessairement rapporter quelque chose à la ville qui va le faire, mais en tout cas, ça ne lui coûtera rien. Parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un point essentiel. Dans notre réflexion, dès le départ, on s'est dit, on ne va pas amener de l'argent à Saint-Dizier ou au promoteur qui fait à Saint-Dizier, on ne va pas subventionner, mais on va juste amener de l'attractivité à Saint-Dizier. Alors, Stéphane, il faut qu'on rentre, je crois, dans le détail de tout ça. Ouais. Parce que là, on est déjà parti loin. On a bien compris qu'il y avait une ville et une autre, Saint-Dizier. À Saint-Dizier, il y a un terrain constructible. Oui, tout à fait. Il y a un site qui est identifié, qui est maîtrisé d'ailleurs par la municipalité. Et on est plutôt à l'échelle d'une opération de construction. Donc, on cherche un promoteur et pas un aménageur. Je le disais très bien, c'est pas notre métier, c'est pas notre territoire de jeu non plus. Hein. Tout à fait. Par contre, nous, on commercialise aussi des terrains dans le Grand Paris à des échelles importantes qui mobilisent un certain nombre d'opérateurs immobiliers. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de notre visibilité à un endroit pour ramener des gens à Saint-Dizier? Alors, on a dit ça, mais comment ça marche? Donc, tu dis, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'intérêt croisé. Alors, qu'est-ce que c'est pas et qu'est-ce que c'est finalement? Alors, et effectivement, tu as raison et c'est important pour bien clarifier les choses. Nous, notre métier, c'est d'être aménageur. Aménageur, c'est quoi? C'est on accompagne une collectivité territoriale pour d'abord l'aider à définir sa vision de la transformation physique d'un territoire. Dans le temps, c'était d'un champ de blé qu'on allait transformer en ville nouvelle. Aujourd'hui, c'est plutôt d'un quartier existant qu'on va transformer en autre quartier existant pour résoudre un certain nombre de difficultés ou au contraire le dynamiser. Ensuite, on va acheter du terrain, on va produire de l'équipement public et puis surtout, et c'est là que ça nous rapproche de Saint-Dizier, on va vendre des terrains à des opérateurs immobiliers, la plupart du temps des promoteurs, parfois des bailleurs sociaux, parfois d'autres acteurs, mais restons sur les promoteurs, tout en leur disant, voilà, si vous travaillez ici, il va falloir que vous travailliez en respectant la cohérence du projet d'ensemble qu'on va faire. Donc, par exemple, dans ce quartier, il faudra que les volets soient rose bonbon, parce que c'est ça la couleur dominante sur le quartier. Je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais voilà. Non, on peut être un peu plus subtil, effectivement, et y compris des questions d'environnement, des questions de mutation future, des questions de réemploi, par exemple, mais il y a plein d'autres domaines. Et donc, en fait, quand on va choisir un promoteur, comment on s'y prend? C'est assez simple. On dit, voilà, le terrain à tel endroit, il coûte tant. Voilà si vous construisez, voilà ce qu'il faudra construire, en respectant quoi comme objectif, dans quel délai. Et là, on va s'adresser, faire une consultation à un certain nombre d'opérateurs qui vont nous dire, Banco, nous on y croit, et voilà comment on s'y prendrait pour à la fois faire ce projet, respecter les ambitions, voilà ce qu'on apporte éventuellement de plus dans ce projet. Et d'habitude, quand on est sur un projet classique, après ça, on va travailler sur un permis de construire, signer une promesse de vente,
le permis de construire il est instruit, l'immeuble il est vendu à des acquéreurs, et le chantier il va démarrer et il va se dérouler. Donc, on est sur une mise en concurrence qui aboutit à la cession d'un terrain. Tout à fait. Et une mise en concurrence qui est, alors, il y a des variables de prix évidemment, mais qui est sur plein de critères différents. Mise en concurrence, donc plusieurs opérateurs. Et il se trouve que sur le Grand Paris, quand GPA de toute manière sort une consultation, en général, il y a plus d'une réponse. Tout à fait. À Saint-Dizier, il n'y a personne en fait. Oui, je précise quand même quelque chose parce que c'est important. C'est vrai que nous, on a une habitude, c'est de ne jamais utiliser le prix comme variable. Et ce n'est pas sans lien avec Saint-Dizier, parce que si on utilisait le prix comme variable, en fait, on n'y arriverait pas dans le cas de Saint-Dizier. En fait, on part du principe que notre sujet, il n'est pas simplement de gagner le plus d'argent. On est un opérateur public. Notre sujet, c'est, bien sûr, il faut qu'il y ait un équilibre économique de l'opération. Mais ce qui nous importe plus, c'est à un moment donné, s'il y a plus d'argent à mettre dans le projet, que l'ambition du projet, on peut mettre plein de choses derrière ce mot ambition, soit plus forte. Donc effectivement, tu as raison, quand Saint-Dizier fait la même chose que nous, voilà, j'ai mon terrain, je veux le vendre à tel prix, et le prix est très bas à Saint-Dizier, c'est pas le but du maire, c'est pas de renflouer les caisses de sa ville, heureusement, parce que ça serait compliqué. Là, c'est simple, il n'y a personne qui répond. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi il n'y a personne qui répond? En fait, personne ne répond parce que pour un promoteur, quand il se lance dans une opération immobilière, il va regarder en gros trois paramètres importants. D'abord, ça va me coûter combien de construire? Et ça peut être un petit peu moins cher à Saint-Dizier, mais ce n'est pas radicalement différent de ce que ça va être en région parisienne. Deuxièmement, il va regarder, est-ce que je vais réussir à trouver des clients? Parce que lui, il vend à des acquéreurs, soit qui vont louer à d'autres, soit qui vont l'habiter. Et ce qui est très compliqué sur Saint-Dizier, c'est que comme il n'y a pas de référence, personne ne l'a jamais fait dans les dernières années, je peux me dire oui, peut-être, je peux sonder les agences du coin, etc. Mais à la fin, il y a un vrai risque derrière. Et puis, il y a un troisième point, c'est que le promoteur, et c'est lié au coût de construction bien sûr, le promoteur, il ne va pas pouvoir lancer son opération s'il n'a pas un minimum de 6% de marge. Et le 6% de marge, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est qu'en fait, il ne va pas trouver un banquier pour lui financer son opération s'il n'a pas 6% de marge et s'il n'a pas commercialisé suffisamment de logements. Donc, aller à Saint-Dizier, même s'il arrive à trouver une manière de construire pas trop cher, tout en respectant un niveau d'ambition important, prendre le risque de n'avoir personne en face de lui pour acheter son immeuble, mais surtout faire zéro marge, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, même les gens les plus passionnés par Saint-Dizier, qui ont envie d'y aller, en fait, ils referment le dossier aussi sec parce qu'ils trouveront ne serait-ce que jamais un banquier pour les suivre. En fait, quand on vient jumeler Saint-Dizier à Aubervilliers, en l'occurrence, puisque c'est Aubervilliers. Aubervilliers, oui. On ne l'avait pas dit. Un petit peu vite. Mais je raconterai après la fin de l'histoire, d'ailleurs, sur la manière dont s'est fait la rencontre entre Aubervilliers et Saint-Dizier, parce que c'est très chouette. Et ça dit aussi beaucoup de choses, au-delà de simplement de l'immobilier et sur une opération de jumelage. En fait, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit aux promoteurs, ne considérez pas votre opération comme étant uniquement l'opération de Saint-Dizier. Vous pouvez considérer votre opération comme une opération d'ensemble. À Aubervilliers, vous savez combien vous coûte le terrain. Vous savez à peu près que vous allez trouver des clients parce que c'est une ville qui est très attractive. Vous savez que vous allez réussir à faire une marge peut-être à 7 à 8% avec toutes ces conditions-là. Super. Votre opération, ce n'est pas uniquement Aubervilliers. Maintenant, c'est Aubervilliers plus Saint-Dizier. Et du coup, la marge, par exemple, d'accord, elle va être quasiment à zéro à Saint-Dizier. Mais Saint-Dizier plus Aubervilliers, ça commence à faire un chiffre qui représente quelque chose qui peut convaincre une banque. Et puis, quelque part, oui, d'accord, vous prenez un risque, mais finalement, la contrepartie de ce risque, c'est que vous avez l'opération à Aubervilliers qui, elle, est très attractive. Et ce qui est très important dans ce qu'on a fait, et on en reparlera un peu, parce que nous, l'important, ce n'est pas de faire Saint-Dizier et Aubervilliers, c'est est-ce que ça peut, à un moment donné, se répliquer, à quelles conditions? C'est que si à un moment donné, on avait donné de l'argent d'Aubervilliers à Saint-Dizier, ça veut dire concrètement que la ville d'Aubervilliers, à la fin, elle va payer plus cher
son école, plus cher ses espaces publics. Et ça, par les temps qui courent, on ne peut pas raisonnablement demander ça à un maire. Les collectivités, elles ont des défis terribles devant elles. Donc, on ne peut pas raisonnablement demander cette solidarité-là. Par contre, là, le mécanisme tel que je l'évoque, en fait, ça ne coûte rien à personne. Et c'est ça qui est très chouette aussi, c'est que finalement, Aubervilliers ne perd rien du tout dans ça. Juste, il faut prendre un tout petit peu plus de précautions en termes de temps, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire j'ai quelqu'un qui vient à Saint-Dizier, il faut aussi que le chantier il commence un jour. Donc il faut, voilà, ça met un peu plus de temps qu'une opération normale. Mais à part ça, il n'y a vraiment rien qui est perdu. On est vraiment sur un acte qui est presque gratuit, au sens premier du terme, mais qui produit de la valeur et qui produit de la confiance à Saint-Dizier. Alors le processus, en fait, c'est une seule consultation, mais pour 2 terrains, et qui ne sont pas côte à côte, un à Gennevilliers et un à Aubervilliers, pardon, et un à Saint-Dizier, mais qui sont, quoi qu'il en soit, 2 opérations. Donc on jumelle, ce qui fait une forme de mutualisation, de mitigation finalement, à la fois des risques et de mutualisation de l'équation financière. Ça permet l'ensemble du dispositif, une visibilité de l'opération, parce que GPA est présent, c'est visible auprès d'opérateurs qui sans doute ne l'auraient pas vu. Et on a bel et bien une vraie solidarité territoriale, mais qui n'est pas une solidarité financière, puisqu'on n'a pas de transaction entre les deux collectivités. Et tu le disais, de toute manière, GPA commercialise à prix fixe quelque part. Oui. Donc de toute manière, pour Aubervilliers, le terrain va se vendre le même prix. Avec ou sans ce jumelage. Intéressant dispositif, et ça veut dire aussi qu'on a, in fine, 2 opérations de vente du terrain. Donc, quelque part, d'un point de vue juridique aussi, c'est relativement simple. Tout à fait, c'est complètement autonome, alors presque complètement autonome, parce que le principal risque quand on fait ça, c'est d'avoir un petit malin qui dit bah, « super, je vais prendre les deux, je promets que je vais prendre les deux ». Et à la fin, bah, vous savez, sur Saint-Dizier, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, je fais Aubervilliers. Et donc, pour se prémunir de ça, pour que, en fait, il n'y ait même pas la tentation de le faire, parce que globalement, c'est surtout ça qu'on vise. En fait, on ne peut pas déposer le permis de construire à Aubervilliers tant qu'il n'est pas déposé à Saint-Dizier. Et on ne peut pas démarrer le chantier à Aubervilliers tant qu'il n'est pas démarré à Saint-Dizier. Et c'est la seule clause qu'on met dans les promesses de vente et ensuite dans les actes de vente qu'on a, c'est le projet d'Aubervilliers ne commencera pas avant que le projet de Saint-Dizier commence, parce qu'on veut avoir la garantie, effectivement, que l'acteur qu'on a à nos côtés aille jusqu'au bout de son ambition, de ce qu'il souhaite faire. Donc, une consultation, mais 2 promesses de vente, 2 actes de cession, des prix qui sont différents, qui sont autonomes. Par contre, en effet, cette conditionnalité sur les plannings uniquement. C'est intéressant parce qu'il y a un lien là qui est fort, quoi qu'il en soit, entre 2 collectivités. Il y a un acteur GPA qui est au milieu là d'un dispositif très particulier et qui sort aussi de son territoire, qui est aussi dans son rôle en termes de solidarité territoriale, mais pour une fois, j'ai envie de dire, on n'a pas monté une grande usine à gaz. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit, nous, très concrètement, le chef de projet qui s'occupe de l'opération d'Aubervilliers, il s'occupe aussi de la commercialisation de Saint-Dizier, mais ça lui prend, 1 heure de plus une fois de temps en temps parce qu'il faut parler directement aux équipes de Saint-Dizier. Donc c'est vraiment très low cost, j'allais dire low tech d'un point de vue ingénierie juridique. Et ça c'est important parce que précisément, c'est vrai que Grand Paris Aménagement, on a la force de frappe pour construire, y compris des choses compliquées. Et parfois on le fait. Mais là en fait c'est à la portée de n'importe qui. C'est à la portée de 2 collectivités qui ont envie de travailler ensemble, y compris sans aménageur. C'est à la portée de n'importe quel autre aménageur de métropole qui voudrait faire ça avec un autre territoire. En fait, pour faire ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a quand même quelques conditions, mais ce n'est pas des conditions effectivement, on n'est pas dans l'usine à gaz, comme tu l'évoquais. On est dans quelque chose de simple qui laisse du coup toute la place à la finalité et à la vision politique aussi qu'il y a derrière, beaucoup plus qu'aux modalités de mise en œuvre, parce que, l'air de rien, c'est pas neutre non plus de se dire,
Aubervilliers tend la main à Saint-Dizier. Alors, je veux bien qu'on... Ok, c'est simple. Techniquement, alors c'est simple, il fallait l'inventer quand même, mais vous avez trouvé en tout cas un processus low-tech, je crois que ça porte bien son nom, qui fait que c'est simple et c'est quelque part à la portée de chacun. Ouais. Sauf que GPA, c'est pas tout à fait un opérateur lambda, hein, en termes d'aménageur. Voilà, vous avez à la fois une force de frappe, une visibilité, une capacité aussi à expérimenter, tester, prendre des risques, hein, des savoir-faire internes, une capacité à aborder aussi des cadres juridiques qui sont pas nécessairement évidents, etc. Et puis tu le disais, Quentin Brière à Saint-Dizier, c'est pas non plus n'importe qui en termes de vision de devenir son territoire. Pour le coup, c'est l'incarnation, hein, de ce qu'on a pu appeler le volontarisme politique, mais version 21e siècle, hein, très clairement. Donc, on a à la fois un positionnement politique d'un côté, une assise des savoir-faire techniques de l'autre. Alors, c'était un proto, hein, puis tu vas nous dire où on en est, mais c'est quoi qu'il en soit, les conditions aujourd'hui que tu retiens pour que ça marche? Évidemment, la question, c'est est-ce que ça peut marcher ailleurs avec d'autres, hein? Bien sûr. Alors, il y a d'abord une condition qui est absolument essentielle, et là, qui n'est pas dans les mains des acteurs qui vont mettre en œuvre le dispositif, donc ici GPA, mais qui est bien entre les mains des maires des collectivités. Parce qu'en fait, dans tout ça, il y a quand même à un moment donné le maire de la commune la plus attractive, ici Aubervilliers, qui doit implicitement accepter de donner les clés du choix de l'opérateur qui va travailler chez lui à un autre maire. Ouais, et ça coûte rien en argent, mais... Voilà. Donc il y a besoin à un moment donné que le sens même de ce jumelage, j'allais dire, fasse sens pour le maire en question. Et je commençais tout à l'heure à dire, au début, on a eu du mal à trouver un maire qui voulait suivre. Avec la rhétorique de dire, mais en fait, moi, j'y gagne rien. On a eu Karine Franquet, maire d'Aubervilliers, qui, elle, a dit banco. Mais ce qui est chouette, c'est la manière dont ce banco il s'est construit. Et pour moi, ça fait partie vraiment des conditions de succès. Moi, j'en avais parlé à Karine Franquet, elle me regardait un peu bizarrement en me disant, mais d'accord, mais ok, je comprends intellectuellement, mais comment ça marche, comment ça va? Et puis, moi, j'ai envie de rencontrer Quentin Brière. Et donc, la rencontre s'est faite, je me rappelle très bien, c'était au MIPIM. Ils ne se connaissaient pas. Et c'est important aussi de le dire, c'est que ça part entre deux maires qui ne se connaissaient pas au départ. Et en fait, très rapidement, le sujet n'a pas été le sujet du jumelage foncier. Mais il a été mais en fait, c'est génial. Chacun de ces deux maires sont des maires qui portent une vraie vision pour leur territoire, une vision politique au sens le plus noble du terme, qui veulent transformer pour le meilleur leur territoire. Donc, ils sont vite retrouvés là-dessus, sur cette envie de faire plutôt que de ne pas faire. Et surtout, ils se sont posés la question, mais en fait, bon, c'est super de coopérer là-dessus, mais est-ce que c'est pas l'opportunité de coopérer sur d'autres choses? Là, aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur la coopération, par exemple, entre des groupes musicaux qui jouent et qui répètent à Aubervilliers, qui pourraient jouer pour se faire un peu la main, pour tester des concerts ou des spectacles sur Saint-Dizier. Ils sont en train de travailler sur des coopérations dans le domaine du sport, de la même manière. Ils sont en train de travailler sur des coopérations qui vont bien au-delà finalement de la petite graine que nous avons semée. Et du coup, la question, à partir de là, la question de d'accord, il faut que ça soit toi qui choisisses à la fin, l'opérateur qui va être loin, elle est tombée comme quelque chose de très naturel. Alors, de fait, Aubervilliers comme Saint-Dizier était au jury, etc. Mais moi, je me rappelle très très bien Karine Franquet disant à Quentin Brière, à la fin des auditions, à la fin, c'est toi qui dois choisir. Moi, je te dis ce que j'en pense. Voilà, je ne suis pas complètement absent de ça, mais c'est toi qui dois choisir parce que le plus difficile, il est chez toi, tout simplement. On sait qu'à Aubervilliers, on arrivera à garder les ambitions du projet, je dirais, quels que soient les quelques opérateurs qui ont répondu. Ça, c'est la condition numéro 1. La condition numéro 2, je l'ai évoquée, c'est de ne pas être naïf.
C'est pas parce qu'à un moment donné, on a quelqu'un qui a dit banco, je vais faire les deux, qui va y arriver. Donc, à la fois, il faut l'accompagner. Il faut être dans une logique vraiment partenariale. On n'est pas là pour compter des points avec le promoteur qu'on a choisi. On est là pour qu'à la fin, on soit fiers collectivement des opérations qu'on fait. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que tout ça soit sans angélisme. Je le disais quand j'évoquais, pas de dépôt de PC sur la ville la plus attractive avant l'autre ville. Et je dirais qu'une fois qu'on a dit ça, voilà les 2 facteurs clés de succès. Les autres, il n'y en a pas vraiment. Après, c'est au cas par cas. Il peut y avoir d'autres territoires. Là, on est dans une configuration, on a un territoire en dehors de la région avec un territoire, entre 2 régions finalement, mais ça pourrait être aussi entre une métropole et des communes qui sont dans son hinterland. Il peut y avoir plein de configurations à un moment donné, dès lors que l'envie de faire est là et que finalement il y a quelqu'un qui leur donne le mode d'emploi tout simplement. Mais mode d'emploi qui est vraiment très simple. Donc ça, nous-mêmes, on va diffuser ce mode d'emploi dès que on constatera que c'est un vrai succès, c'est-à-dire qu'à minima, les PC sont bien déposés, étape dans laquelle on est en ce moment. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose là? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il ne faut pas un médiateur en fait? Est-ce qu'il ne faut pas un intermédiaire à un moment pour faire ça? Alors, je ne sais pas si c'est GPA ou Stéphane Defay, voilà, mais ou peut-être d'autres c'est GPA, hein, mais en tout cas, est-ce que pour que la sauce prenne, il ne faut pas aussi un peu de ça, c'est-à-dire des gens du métier, voilà, qui parlent ce langage-là, qui connaissent les opérateurs, aussi qui arrivent quelque part à mettre à créer l'opportunité de la rencontre politique. Et on a bien compris que c'était central. C'est d'ailleurs de belles sorties hein, de ce jumelage qui dépasse largement l'immobilier. Alors, oui, sachant que ce médiateur, il peut prendre des formes très, très différentes. Le médiateur, il est là, tu l'as dit, éventuellement pour faire se rencontrer des territoires, mais à la rigueur, la rencontre, elle peut exister avant même l'idée de projet, qui permet de comprendre que c'est simple. Parce que souvent, c'est une des difficultés de l'immobilier en général ou de l'aménagement en général, c'est que on ne se lance pas dans certaines choses parce qu'on ne l'a pas vu ailleurs et parce qu'on pense que ça va être compliqué. Et c'est vrai qu'au début, très clairement, que ce soit Quentin Brière ou Karine Franquet et au-delà de leurs équipes, ils ont un peu cuisiné sur... parce que d'une certaine manière, c'était trop simple. Finalement, ce qu'on a fait et qui est utile, c'est avant tout de montrer que c'est facile. Donc, il y a besoin de ce médiateur, mais ce médiateur, ça peut être quelque part un aménageur, ça peut être quelque part simplement des services d'une collectivité qui savent que ça fonctionne comme ça, donc prennent l'initiative de provoquer les choses. Nous, depuis qu'on a lancé cette opération, et qui d'ailleurs est passé au JT de TF1. On s'y attendait pas particulièrement, on n'a même pas fait de démarche pour ça. En fait, on a plusieurs DGS, directeurs généraux des services de collectivités territoriales, qui ont pris leur téléphone, dit mais on voudrait bien comprendre comme ça. Alors parfois sur des territoires très très lointains. Moi, je pense par exemple en Occitanie, et où ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en relation l'aménageur de Toulouse, Opidea, avec le DGS en question, et on leur a expliqué à tous les deux comment on s'y prend. Et peut-être que ça va faire des petits ou pas des petits. Ça peut être aussi à un moment donné simplement des acteurs de la fabrique de la ville qui viennent ouvrir les yeux aux aigus sur la facilité. En fait, il y a besoin de cette médiation, il y a besoin juste de la rigueur technique qui est quand même nécessaire à toute consultation de foncier. Mais c'est assez simple. Il y a quand même besoin, et ça on l'a dit rapidement quand on parlait de Quentin Brière, sur la ville la moins attractive, il y a besoin quand même aussi de rassurer. C'est-à-dire qu'il faut quand même que la vision politique de la ville soit claire, et également, quand même, et c'était une des forces de Saint-Dizier, tu l'as dit tout à l'heure, en l'occurrence, c'est une ville qui a fait sa maîtrise foncière. C'est une opération où il y a déjà des risques, donc
prendre des risques supplémentaires sur la maîtrise foncière ou sur la cohérence de la vision politique et sa stabilité, c'est compliqué. Donc il y a besoin de ça, mais ça c'est des choses pour voir des maires, notamment de villes moyennes ou même de toutes petites villes, voire des choses plus petites que des villes. En fait, c'est quand même présent dans beaucoup de territoires. Ce qui manque souvent dans ces territoires, c'est qu'ils aient à côté d'eux quelqu'un qui leur dise mais juste c'est faisable. Et c'est là où pour nous c'est intéressant cette opération avec Saint-Dizier-Aubervilliers, c'est à la fois bien sûr de la réussir, ça c'est la première, mais c'est surtout de pouvoir au travers d'elle en faire la publicité entre guillemets, pas pour mettre en avant GPA, on s'en fout, mais pour montrer que ces questions de solidarité, je dirais presque ordinaires, elles ne sont pas hors de portée de qui que ce soit. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Alors, le chemin est en cours, hein, mais capitaliser et apprendre de ce que vous avez fait. Alors, vous avez déjà essuyé les plâtres, en tout cas, vous êtes venu sécuriser un processus, le clarifier plutôt, hein, identifier des conditions de réussite. Alors là, on est en décembre 2024. Hein. À la fois, on en est où? Je comprends qu'on a des opérateurs, on a donc sans doute un opérateur retenu. On en est où et où est-ce qu'on va? C'est-à-dire, où est-ce qu'on va à Saint-Dizier, mais en quoi est-ce que déjà ça fait des petits au sein de GPA ou en tout cas sur les territoires que vous travaillez? Ouais. Alors déjà, où est-ce qu'on en est? Donc on a vraiment dit banco entre Saint-Dizier et Aubervilliers en juin dernier. La rencontre au MIPIM, c'était en mars qui a précédé. Donc on a lancé l'été dernier une consultation pour retenir un opérateur. D'abord, on a eu des candidats à cette consultation. On en a eu 4. Oui, pas 0 et pas juste 1. Il y a eu le choix, ce qui est déjà pas évident. Ouais. Alors pour être tout à fait transparent, souvent on fait ce qu'on appelle des consultations restreintes, c'est-à-dire qu'on invite des acteurs à répondre, mais pour ça on s'appuie sur un référencement. Nous on a référencé plus d'une centaine de promoteurs immobiliers, donc on va sur une opération comme ça, on va les interroger et on sait qu'on a des opérateurs qui savent pas répondre à ça. Les gros, par exemple, une agence Île-de-France, une agence Grand Est, qui se parlent pas. Et faire la péréquation, ça devient une usine à gaz. Donc, souvent, ce sont des acteurs un peu de taille un peu plus moyenne, peut-être plus familiaux aussi dans la prise de décision. Il y a un moment donné, il y a aussi une prise de décision, une partie irrationnelle, pas complètement, mais qui est là. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on a choisi un opérateur. Je dis pas encore qui c'est parce qu'on va communiquer sur lui un peu plus tard. On a choisi aussi, parce que c'est l'étape d'après, un architecte. Et alors, c'est intéressant d'ailleurs l'architecte parce qu'il n'y a pas de raison de prendre le même architecte sur Saint-Dizier ou Aubervilliers. Très concrètement, c'est 2 territoires différents avec une architecture vernaculaire différente, avec des enjeux différents. Et in fine, assez naturellement, on est arrivé au choix d'un architecte unique. Donc où il va y avoir une légère économie d'échelle là-dedans, même si en vrai c'est quand même 2 architectes différents dans le cabinet qui vont être là. Et donc on est en train de travailler sur le permis de construire à Saint-Dizier et sur le permis de construire à Aubervilliers, avec un objectif de pouvoir les déposer dans le courant du premier semestre, ça c'est sûr, mais sans doute même à la fin du premier trimestre de l'année qui vient. Oui, donc pour une fois, on n'est pas en train de parler d'années, etc. On est en train de parler de mois, là. Hein. Complètement. Complètement. Et honnêtement, pour l'instant, touchons du bois, mais rien n'a l'air de s'opposer à ça. Le travail est très fluide, d'un côté comme de l'autre. Le promoteur joue pleinement le jeu. On voit qu'il a aussi envie d'aller au bout. Et après, donc, si tout se passe bien, les chantiers ils vont démarrer. En fait, ils peuvent démarrer très vite, hein, dès que les permis de construire sont purgés, mais quand même, et ça c'est important à Saint-Dizier, dès que les logements sont commercialisés. Et aujourd'hui, le promoteur, il fait un gros travail sur place avec les agences immobilières locales en particulier, puisque ce sont ceux qui connaissent le mieux la clientèle, ses besoins, d'abord pour bien définir le produit immobilier. Une fois qu'on a dit c'est un immeuble, c'est super, mais ça s'adresse précisément à qui? C'est quoi les tailles des logements? Plutôt des grands logements pour des familles, plutôt autre chose, etc. Mais il fait d'ores et déjà ce travail parce qu'il sait que ça ne coulera pas de source.
le jour venu. Et donc ça nécessite un peu plus de travail. Sur Aubervilliers, c'est pas du tout le sujet parce que là, c'est un marché plus établi. Donc ça avance bien. Et pour répondre à ton autre question sur les petits que ça fait, d'abord, ça suscite de la curiosité. Et déjà, c'est super cette question-là. Ça suscite de la curiosité en interne des équipes de GPA, bien sûr, mais aussi à l'extérieur, avec des élus, avec des services qui nous interrogent en Île-de-France, hors Île-de-France. Le choix qu'on a fait pour l'instant, c'est de ne pas nécessairement lancer un petit frère ou une petite sœur de cette consultation tout de suite. Aussi, on préfère finalement aller au bout de la démonstration que ça marche, parce qu'on sait que ça sera un argument bien plus puissant que tout ce qu'on va dire en argumentaire derrière. Et puis finalement, l'important, c'est pas nécessairement d'aller plus vite, l'important, c'est que ça sème des graines dans la durée. Parce que je reviens un petit peu sur cette rencontre entre Quentin Brière et Karine Franquet. Nous, ce qu'on poursuit avec ça, c'est d'abord donner des outils pour répondre aux vraies problématiques des villes, de chaque territoire. Mais c'est aussi surtout sortir d'une vision que je qualifierais d'égoïste de la fabrique de la ville. Alors l'égoïsme, il n'est pas nécessairement natif. Souvent, il est parce qu'on a la tête dans le guidon, tout simplement. Mais regardez plus large, regardez plus loin, on en a besoin. On en a besoin et l'exemple de Saint-Dizier sur un sujet très précis, c'est finalement l'exemple de quand on sort de son champ étroit, de sa commune, de son territoire, etc., quand on va voir plus loin, on peut trouver des réponses aux problématiques que l'on a et qui semblent insolubles quand on s'en charge tout seul. Et ça, aujourd'hui, dans notre pays, avec toutes ces fractures qui sont profondes, l'actualité peut malheureusement nous dément pas là-dessus, recréer le cadre d'une vraie coopération équilibrée, sincère entre les territoires et d'ailleurs non monétaire, vraiment qui vise le sens bien plus que les flux financiers. Si on peut y contribuer, on aura aussi fait une partie du chemin, même si elle est modeste. Créer du lien, oui, mais c'est bien d'en faire. Moi, je trouve que c'est un très bel exemple de solidarité territoriale, mais aussi d'ingénierie du faire. Enfin, il y a un rapport très pratique là-dessus. Je pense qu'il fallait se lancer. C'était pas complètement évident entre l'idée et sa mise en œuvre. Voilà. Et on voit, c'est une série de mois. Hein, c'est pas des années de prototypes, etc., etc. Donc, on sera très attentif évidemment à relayer la capitalisation de cette expérience-là, parce qu'elle peut faire de petits. Je pense qu'elle peut aussi donner des idées dans des champs un peu différents. Je pense au développement économique notamment, sur lequel il doit y avoir pas mal de ficelles à tirer. On sera très attentif à ça, mais d'ici là, peut-être que tu as une référence de livre ou de film ou autre, hein, peut-être en ouverture de ce sujet. Alors, effectivement, moi, le livre qui me vient tout de suite, parce que finalement, quand on parle de Saint-Dizier, on parle aussi de comment est-ce qu'on revitalise des petites villes. Et on sait à quel point ça, c'est un enjeu majeur du quotidien des territoires et à quel point les élus sont parfois désemparés par rapport à ça. Il y a un petit livre que j'aime bien qui s'intitule Castillon-la-Bataille, Demain ma ville, revitaliser une ville-centre. Et en fait, ce livre, ce sont des regards croisés entre le maire de Castillon-la-Bataille, donc Castillon-la-Bataille, c'est en Gironde, donc le maire Jacques Breillat, et sa directrice des services, Alice de Sigy. C'est publié, je voudrais pas dire de bêtises, aux éditions EMS, Management et Société. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que Castillon-la-Bataille, c'est vraiment une ville où, si on regarde les statistiques socio-économiques, on se dit comment on va faire. Et là, il y a un couple entre un maire, sa directrice générale des services, qui se sont pas arrêtés à ça, qui ont pris le taureau par les cornes, par plein d'actions simples, modestes, qui décrivent
dans le quotidien avec une vraie sincérité. Enfin, ils écrivent aussi les échecs, tout ça. Je trouve que c'est à la fois un livre qui donne des exemples de comment on s'y prend et qui aussi rappelle que il n'y a jamais de situation désespérée. Et parfois, on peut être désabusé, on peut ne pas savoir vers qui se tourner, ça c'est vrai. Mais nos territoires valent la peine qu'on s'en soucie, qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on fasse. C'est ce que fait Quentin Brière, c'est ce que fait Karine Franquet d'ailleurs sur sa ville. C'est ce qu'on fait à Guise de Sigy et Jacques Brillat sur Castillon-la-Bataille avec des vrais résultats aussi. Et c'est très chouette. Comment on va faire? On va faire de la politique. En tout cas, ils font de la politique au sens le plus concret du terme. Merci beaucoup, Stéphane. Sans doute un bon manuel pour 2026, à la fois pour la partie programmatique, mais aussi pour la mise en œuvre pour après. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce partage d'une expérience en cours. On ne manquera pas de suivre la suite et puis on ne manquera pas aussi de rentrer dans le détail d'autres pistes d'innovation, de démarches qui sont montés en ce moment par GPA. Je sais que vous travaillez sur beaucoup de sujets qui nous intéressent. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Sylvain, à bientôt.